Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on se propose de démontrer le théorème historique, le théorème de Cayley-Hamilton. Voilà. Donc on va le montrer sous forme de problème. Alors qu'est-ce qu'il dit le théorème de Cayley-Hamilton? Pour tout endomorphisme f de E, d'accord, E est un espace vectoriel de dimension finie, qui de f est l'endomorphisme nul. C'est-à-dire le polynôme caractéristique d'un endomorphisme est un polynôme annulateur de l'endomorphisme f. Voilà, on se propose de montrer ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer ça. Donc je vais expliquer les notations. Si P est un polynôme, P de f est un endomorphisme. D'accord? Donc tu veux montrer que cet endomorphisme est nul. Qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer quel que soit x appartenant à E, Pf de x est égal à 0. Et bien sûr, on va écarter le cas évident, x est le vecteur nul. Donc, ce qu'on va faire, donc pour montrer le théorème de Cayley-Hamilton, il suffit de fixer x appartenant à E, on enlève le 0 qui est évident, d'accord? Et on va montrer que f de f, qui est un endomorphisme appliqué à x, est égal à 0. Donc, le but du problème est de montrer ça. Donc, par la suite, il faut avoir présent à l'esprit, x est un vecteur non nul de l'espace vectoriel E, f est un endomorphisme, et notre but, c'est ça. Alors pour cela, on introduit ce sous-espace vectoriel. Alors maintenant, d'après le S2, si A est une partie, regardez, si A est une partie, de E, vec de A est toujours un sous-espace vectoriel. Voilà, donc regardez. Chaque fois que tu as une partie de E, vec de A, c'est quoi vec de A? C'est l'ensemble des combinaisons linéaires finies de A. Voilà. Ça, c'est toujours un sous-espace vectoriel. Et A, par définition et construction, est une partie génératrice de ce sous-espace vectoriel. Les choses élémentaires, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pour montrer le théorème de Cayley-Hamilton, j'ai introduit ce sous-espace vectoriel. Il s'appelle sous-espace cyclique engendré par X. Voilà. Donc, l'étudiant vient de première année, on lui propose une démonstration qui lui convient et qui est constructive. Car pour démontrer le théorème de Cayley-Hamilton, on peut utiliser la densité des matrices diagonalisables dans MNC, en 2 lignes, on peut le montrer, d'accord? Ça en 4e année, en 3e année. Nous, on va faire une démonstration constructive. On introduit ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vec de ça. Donc d'après le S2, ça c'est toujours un sous-espace vectoriel. Et il est engendré quoi? Il est engendré par cette famille qui est finie. Voilà. Donc c'est une notation qu'il faut retenir. Ça s'appelle sous-espace vectoriel cyclique engendré par X. C'est quoi? C'est égal à ça. Voilà. Maintenant, il faut maîtriser les notations avant de commencer dans le problème. Qui veut dire un élément qui appartient ici. Qui veut dire un élément qui appartient à un sous-espace vectoriel engendré par vec de A. Donc on revient. Voilà. Qui veut dire Y appartient à ça. Donc notez la méthode de travail. Tout d'abord, on maîtrise les notations. Voilà. Qui veut dire Y appartient à vec de A. Voilà. Donc cela signifie tout simplement qu'il existe une combinaison comme ça, telle que votre Y est combinaison linéaire de cette combinaison. Voilà. Qui veut dire Y appartient à vec de A. A, c'est ça. D'accord. Donc, cela signifie qu'il existe un P plus 1 uplet tel que votre Y est égal à ça. Donc, il faut retenir les notations. Regardez, il faut retenir les notations. Dans le problème, il faut retenir les notations. Voilà. Un élément d'ici, il s'écrit comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce que notre but? Notre but, c'est de montrer ça. Est égal à 0, l'endomorphisme nul. Donc, il suffit de montrer ça est égal à 0. Voilà. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la question. Regardez la question, vous lisez la question 1, regardez. Ça, c'est la question 1. Et on va répondre à la question. On écrit la question et on répond à la question. Qu'est-ce qu'il dit la question? montrer que le sous-espace cyclique engendré par X
est stable par f et il contient x. Alors, solution. Qu'est-ce que je fais? J'écris ma question. Voilà ce que je veux montrer. Qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer ça. Donc, j'écris ma question. Définition de sous-espace stable. Ça, c'est le sous-espace stable par f. Je veux montrer ça. Donc, j'ai une inclusion ensemble lisse, donc je ne me casse pas la tête. Début de problème, ce n'est pas de dire astuce, etc. Je prends un élément d'ici. Comment il va s'écrire un élément d'ici? Y appartenant à f. L'image d'une partie directe, f de a. Regardez comment la théorie des ensembles intervient. D'accord. Y, que veut dire? Vous dire que votre y, c'est-à-dire il existe A0, A1, AP appartenant K, P plus 1, tel que votre y, comment il s'écrit? Votre y, il s'écrit f de la somme K de 0, ça. J'écris y appartient à f de a. Y appartient à f de a, ça signifie que votre y, il s'écrit f de z. Et z, c'est celui-là. Z, il appartient ici. Donc, y, il s'écrit comme ça. Définition de l'image directe par une implication. Mais f est linéaire, c'est un endomorphisme. Donc, f de ça, c'est quoi? F de ça, c'est égal à la somme K de 0 à P à K, f de K plus 1 de x. Car f est linéaire. F d'une combinaison, c'est la combinaison de f. Et il est évident que ça appartient à vect. Il est évident que ça appartient à vect de f de k de x, k appartenant à n. Voilà, par définition. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai? On a montré ainsi que ça, c'est un sous-espace vectoriel stable par f. Et il est évident qu'il contient x. Pourquoi il contient x? Parce que si tu choisis dans la définition de ça k égale à 0, si tu prends k égale à 0, qu'est-ce que tu obtiens? Pour k égale à 0, tu as f de 0 de x, d'accord? C'est l'identité de e de x, c'est x. Donc il est évident que ce espace vectoriel, d'accord, il contient x. Donc en résumé, il s'agit d'un sous-espace vectoriel stable par f et qui contient x. Voilà. Donc on va se contenter de ça. Alors maintenant, question 2. Alors qu'est-ce qu'il dit la question 2? Établir la relation. Voilà. Donc le sous-espace vectoriel est là. Remarquez que c'est une écriture qui n'est pas commode, elle est encombrante, d'accord? On va proposer une écriture polynomiale très facile et qui est propre. Établir la relation, c'est égal à ça. Remarquez la nouvelle écriture du sous-espace vectoriel engendré par x. C'est une notation qui est encombrante, donc il est intéressant d'utiliser cette nouvelle définition de ça. Voilà. Donc il faut retenir ça, car dans le problème, il faut retenir ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'ensemble des vecteurs Pf de x où P parcourt les polynômes. Donc établir cette relation. Donc on va montrer cette relation. On va montrer cette relation. Voilà. Donc, elle est déjà là. Voilà, elle est toute faite. Que veut dire y appartient à ça? Cela signifie qu'il existe y et combinaison linéaire de ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Posons. Donc, c'est la question 2. Posons P de x. Posons P de x, c'est polynôme. D'accord? D'après ici, regardez. Ça, y égale à ça. Et je veux écrire y. Comment je veux l'écrire y? Je veux l'écrire pf de x. Donc, d'après cette écriture, on va poser P de x égale à ça. Combien il vaut P de f?
P de F, c'est somme de AK F à la puissance K, K de 0 à P. Regardez, je pose P de X de ça, de sorte que Y est égal à ça. Par conséquent, que vaut PF de X? C'est la somme K de 0 à K, FK de X. Voilà. Je vais vous montrer une égalité ensembliste. Regardez. Regardez ici. Je vais vous montrer une égalité ensembliste. Je prends un Y qui appartient ici. Et je veux qu'Y appartienne à là-bas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il faut que je trouve un polynôme P tel que mon Y égale PF de X. Alors j'écris le Y. Voilà, il appartient ici. Donc il s'écrit comme ça. Et d'après cette écriture, il est naturel de choisir P de X égale à ça. Par définition, P de F, c'est ça. P de F de X est égal à ça. Et ça, c'est quoi? C'est Y. Donc mon Y, il appartient à quoi? Il appartient à ici. Donc, il faut retenir cette notation polynomiale qui est pratique et utile par la suite. D'accord? Donc, j'ai montré l'égalité. Alors maintenant, question 3. Donc, la question 3, c'est quoi? Alors, on va introduire un ensemble grand I. Donc, la question 3, on pose I. On pose I, c'est l'ensemble des cas appartenant à n étoile, tel que la partie x, f de x, f de k moins x, k moins 1 de x, est libre. Donc on introduit un ensemble. Donc on introduit un, donc il faut accepter. Vous êtes dans un problème, voilà. Qu'est-ce que c'est grand I? C'est l'ensemble des entiers naturels tels que la partie x, f de x, f de k moins x est libre. Voilà. Question, vérifier que I est une partie non vide de 1n. De l'ensemble 1n. Remarquez que la question est claire. Je te donne un ensemble, c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls, tel que ça est libre. C'est moi qui te le donne. Voilà. Question, montrer que cette partie de n étoile, elle est non vide. Il y a un élément évident qui appartient à I, d'accord? Et qu'il est incluse dans l'ensemble 1 jusqu'à n. Qu'est-ce que c'est petit n? C'est la dimension de E. Petit n, c'est la dimension de E. Voilà. Donc la question est claire. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de montrer pour plus grand élément? Il suffit. Donc, on va montrer ça tout d'abord. Alors, pourquoi il est évident que 1 appartienne à I? Pourquoi il est évident que 1 appartienne à I? Donc, qu'est-ce que c'est grand I? C'est l'ensemble des cas appartenant à n étoile, tel que la partie, il est libre. D'accord? Alors, pourquoi il est évident que 1, il appartient à I? Alors, 1 appartient à I. Pourquoi? Parce que tu prends petit k égale à 1. Hein? Ça, c'est libre. Tout vecteur non nul est libre. C'est l'évidence. Donc, il est évident que 1 appartient à I. Donc, I est non vide. Maintenant, je vais vous montrer une inclusion. Regardez. Regardez, je vais vous montrer une inclusion élémentaire ensembliste. Notez la méthode de travail, regardez. Je recopie la question, je ne fais rien. Je vais vous montrer que ça est inclus dans ça. Donc, je prends un élément d'ici. Notez la méthode de travail. Il n'y a pas intelligent. Soit K par exemple, qu'est-ce que cela signifie? Donc, cela signifie par définition, si tu regardes, regardez, cela signifie que x, f de k moins x est libre. Donc, par définition de I, qu'est-ce que c'est I? C'est l'ensemble des petits k tels que x, f de x jusqu'à f de k moins 1 de x est libre. Donc, par définition de I,
qu'est-ce que j'ai? J'ai la partie L, x, f de x, f de k-1 de x, est libre. Alors maintenant, d'après le S2, quelle relation il y a entre le cardinal d'une famille libre, d'une partie libre, et la dimension d'espace? Alors, que vaut le cardinal de ça? 1, il faut compter des zéros, il ne faut pas se tromper, 1, 2, k, d'accord? Donc, cette partie, elle contient k. Mais attention, en général, c'est faux. Quand il compte ici, c'est possible, tu as un endomorphisme qui vérifie, par exemple, f au carré égale l'identité. D'accord? F au carré égale l'identité. Attention. D'accord? Et ce n'est pas K. Donc, quand on compte, attention. C'est possible, f au carré égale l'identité et ça se répète. D'accord? Ici, j'ai une partie libre. Et d'après le S2, quand on a une partie libre, les vecteurs, ils sont 2 à 2 distincts. Donc, réellement, les vecteurs sont 2 à 2 distincts. Donc, ça fait 1, 2, K. Donc, comme il est libre, cardinal de L, qui est égal à plus petit que K, qui est égal à K, est inférieur ou égal à dimension de E, qui est égal à N. Notez comment on utilise le S2, etc. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Notez la démarche. Je fixe un endomorphisme F. Je fixe un vecteur X non nul. Et je cherche à montrer ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit cette partie, d'accord? Et j'ai montré que c'est une partie non vide d'ici. Donc c'est une partie finie de n étoiles non vide. Donc il est évident, hein, si tu prends quelqu'un dans la rue, une partie finie non vide de n étoiles, il possède un plus grand élément qu'on va noter petit m. Voilà. Donc ce n'est pas une question. Donc on note par la suite, petit m désigne le plus grand élément de I. C'est l'évidence. On vient de montrer, grand I est inclus dans un ensemble fini. Un ensemble fini de 1, 1. Donc il possède un plus grand élément. Il n'y a rien à montrer. D'accord? Il ne faut pas avoir peur. D'accord? Donc, à cet effet, on note petit m, le plus grand élément de I. Donc, f est fixé, x est fixé, et petit m, il est fixé. Il existe. Donc, dans le premier, il faut retenir. Donc, petit m, il est fixé. Alors, question. Qu'est-ce qu'il dit à la question? C'est la question numéro 4. C'est la question numéro 4. En déduire, donc je vais l'écrire. En déduire qu'il existe un unique polynôme unitaire Pm de degré m. En déduire qu'il existe un unique polynôme que je note désormais Pm unitaire de degré m qui vérifie en déduire. Que veut dire en déduire? Il faut que j'utilise la question précédente. Voilà. En déduire, je veux utiliser. Donc il existe un polynôme Pm. Regardez, les notations sont familières. J'utilise des notations très familières, pas des notations savantes, pi, x, f, f, d'accord? Pm de ça c'est son degré, c'est petit m. Il est unitaire, d'accord? Qui vérifie ça. Voilà. Regardez dans notre problème, celui qui connaît bien le cours, c'est la même chose que le polynôme minimal. Et, il répète, il fait photocopie. Donc dans le concours, 60% c'est le cours. Ici, on utilise les raisonnements de polynôme minimal caché. C'est photocopie. D'accord? Mais je n'ai pas le temps pour expliquer la photocopie.
Mais le son de ma remarque, il faut connaître par cœur le cours. Par cœur le cours. Ici, c'est le cours. Sur le polynôme minimal, avec des légères modifications. Légères, en fait, il n'y a pas de légères. Donc, on va montrer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que l'ensemble I, qui est égal à l'ensemble des petits k appartenant à n étoile. Donc, c'est la question numéro 3. C'est la question numéro 3, vous la lisez, d'accord? On vient de montrer qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que l'ensemble grand I, formé par les antinaturels non nuls, notez la méthode de travail. Notez la méthode de travail. On vient de montrer que ça, d'accord, il possède un plus grand élément, d'accord, je l'écris ici, il possède un plus grand élément, donc ça existe, d'accord, qui appartient à quoi? Qui appartient à 1. On peut même préciser ce plus grand élément, il appartient à 1. Voilà. Que veut dire petit n? Regardez. Regardez le S1, regardez le lycée, regardez le raisonnement de lycée. Que veut dire petit n? Il est plus grand de cet ensemble. Tu lis ton ensemble, c'est l'ensemble des 4 tel que ça. Dis-moi que veut dire petit n est le plus grand élément de cet ensemble fini. C'est le lycée. Alors, réfléchissez. Petit n est le plus grand élément. En particulier, petit m appartient à I. Petit m appartient à I. Que veut dire petit m appartient à I? Cela signifie que x, f de x, f de m-1 de x est libre. Plus grand élément, il appartient. Voilà. Et n plus 1 n'est pas un plus grand élément. Que veut dire n plus 1 n'est pas un plus grand élément de cet ensemble? Regardez-le. Que veut dire 1 plus 1 n'est pas un plus grand élément? Cela signifie que quand tu remplaces ici par 1 plus 1, c'est pas libre. Et qu'est-ce que c'est le contraire? C'est pas libre, il est lié. Donc on traduit que plus grand élément, il appartient, et 1 plus 1, il n'appartient pas, bien sûr. D'accord. Que veut dire il n'appartient pas? C'est-à-dire quand tu remplaces ici k par 1 plus 1, qu'est-ce que cela signifie? Que x, f de x, f de m-1 de x, f de m de x, n'appartient pas. Que veut dire n'appartient pas? C'est-à-dire il est lié, il n'est pas libre. J'ai traduit que petit m appartient à I, m plus 1 n'appartient pas à I. Donc, en résumé, j'ai ça est libre et ça est lié. En fait, il y a équivalence. Mais nous, on cherche l'implication. On n'a pas besoin d'équivalence, d'accord? Voilà. Donc, mais regardez, d'après le S2, que veut dire ça est libre et ça est lié? Et sachant qu'il contient ça, le S2, les souvenirs, ça est libre, regardez, jusqu'à M-1. Et ça, jusqu'à M, il contient ça, il est lié. Donc cela équivaut à quoi d'après le S2? Cela équivaut, d'après le S2, que ce vecteur qui est là, regardez, ce vecteur qui est là, est combinaison linéaire de ça, d'après le S2. Regardez. Donc, que veut dire? Donc, cela signifie qu'il existe A0, A1, AM-1 appartiennent à Km, tel que celui-là, ce vecteur qui est là, est combinaison linéaire de ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est libre. Parce que ça, c'est libre. C'est le S2. Les petites choses de S2, il faut les connaître. Donc, Fm de x est combinaison linéaire de ça. Regardez ce que je vais faire. Contrairement à l'intuition, je ne vais pas poser. Donc, c'est égal à quoi? Combinaison linéaire, moins A0 x, moins A1 f de x, etc., moins A
m-1 de fm moins 1 de x. Tu vas me dire, les lourdeurs, il nous met moins. Vraiment, les lourdeurs, vraiment la mocheté. Imagine, je te dis, U est combinaison linéaire de xy. Un vecteur U est combinaison linéaire de xy. On écrit comme ça. Et moi, qu'est-ce que je fais, moi? Les notations sont muettes. Donc, je peux alourdir la situation. Qu'est-ce que je fais? Regardez. Moins. Je fais moins, les lourdeurs. En plus, c'est notation muette et c'est mon droit, d'accord? Pour récupérer la beauté. D'accord? Je fais moins. Pour mettre en évidence la matrice compagnon, d'accord? Pour respecter les notations de l'autre vidéo, voilà. Donc, un futur enseignant, il doit savoir jouer cette comédie, d'accord? Un futur enseignant, d'accord? Mais quelqu'un à l'intérieur, tu dis, combinaison linéaire, c'est comme ça, monsieur. Puisque c'est ça. Donc, je pose égal à moins 1, 0, moins 1, 1. En plus, ce sont des notations muettes. Voilà. Donc, en résumé, qu'est-ce que j'ai? J'ai fm de x plus am-1 fm-1 de x plus a1 f de x plus a0 de x est égal à 0. Il ne faut pas oublier ce que vous cherchez. D'accord? Donc ma démarche n'est pas naturelle, d'accord? Il ne faut pas oublier ce que vous cherchez. Qu'est-ce que je cherche, d'accord? Je cherche un polynôme Pm de f de Pm qui vérifie ça. Toujours, il ne faut pas rentrer dans la solution, se plonger dans la solution. D'accord? Il faut dire, voilà ce que je cherche. Je cherche un polynôme Pm qui vérifie ça. Et d'après cette image, et sachant que tu n'as pas des lacunes au niveau de P de F, bien sûr, on suppose que l'étudiant, il connaît P de F, il connaît Pf de X. Tu prends un polynôme P et tu calcules P de F. Et tu lui appliques Pf de X. Et tu te débarrasses de tes lacunes. D'accord? Une fois que tu t'es débarrassé de tes lacunes, d'après cette image, qu'est-ce que je dois choisir Pm pour avoir cette relation? Donc, il suffit de poser. Quand tu lis la question, il suffit de poser Pm de x est égal à ça. Donc, posons ça égal à ça, d'accord? De sorte que Pm de f de x est égal au vecteur nul. Voilà. On va les appeler 1 et 2. Voilà, c'est relation. Notez la démarche de travail. En déduire, je dois utiliser notre question. Qu'est-ce que c'est la question? Petit m et les plus grands éléments. Et je cherche une combinaison linéaire. Donc, une fois que je traduis ce plus grand élément, je regarde la question, j'ai automatiquement ça. Donc, il existe un unique polynôme de degré m unitaire qui vérifie ça. Voilà. Alors maintenant, on continue dans la question. Alors, qu'est-ce que c'est la question 5? Donc, 5, les applications. Application. Que veut dire application? Je dois utiliser la question précédente. Donc, je dois utiliser la question précédente. Qu'est-ce qu'il dit l'application? Donc, 5.1. Montrer que la famille B, X, f de X, f m-1 de X est une base du sous-espace la question 5. Regardez la question. Question claire. On utilise application, veut dire il faut utiliser la question 4. D'accord? Il faut utiliser la question 4, d'accord?
Qu'est-ce qu'il faut montrer? Que cette famille-là, c'est une famille géométrique, d'accord? C'est la base canonique, ça s'appelle la base canonique de sous-espace cyclique. Cette famille-là, x, f de x, fm moins n de x, d'accord? Au départ, nous avions une famille infinie. X, f de x, f puissance k, k parcours n. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a remplacé la famille génératrice infinie par une famille finie, par ça. La base canonique, géométrique, x, f de x et moins. Montrer que ça est une base de sous-espace vectoriel. Est-ce que je connais la dimension de ça? Je ne connais pas sa dimension. D'après le S2, comment on montre qu'une famille est une base? Alors réfléchissez une seconde. Comment on montre qu'une famille est une base? Et dans la question, il y a bien marqué application. Il y a bien marqué application. Pour montrer que ça, c'est une base, il faut montrer qu'elle est libre et génératrice. Voilà, car on ne connaît pas la dimension. Alors, maintenant, question, pourquoi par définition ça, c'est libre? Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder la question précédente. Sur la vidéo, tu reviens, juste après. Et tu veux voir que petit m, qu'est-ce que c'est petit m? On vient de voir. On vient d'après 4. D'après 4, qu'est-ce que c'est ça? D'après 4. Par définition, petit m appartient à i. Petit m appartient à i, c'est le plus grand élément. Il appartient à i. Que veut dire petit m appartient à i? Tu ouvres tes yeux. Tu regardes i. Qu'est-ce que c'est grand i? C'est l'ensemble de petits k tels que x, etc., etc. Donc, par définition, x, f de x, f m moins n de x est libre. C'est par définition. Quand tu crées petit m, elle appartient à i, tu as ça est libre. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à montrer? Qu'elle est génératrice. Montrons que x, f de x, f de m moins n de x est génératrice, est une famille génératrice, est une famille génératrice remarquez que dans libre, je ne précise pas le référentiel. En général, dans le libre, on ne précise pas le référentiel. Mais génératrice, ça dépend des références. Génératrice de quoi? De celui-là. Sinon, c'est faux. Il n'y a pas montré génératrice. Génératrice de celui-là. Il est génératrice ici, mais il n'est pas génératrice dans le grand. Donc, il est génératrice de ça. Mais qui est celui-là? C'est quoi celui-là? Il y a bien marqué application. D'accord? Application. Qu'est-ce que c'est celui-là? Il ne faut pas l'oublier. C'est vecteur de f de k de x. C'est compliqué, c'est fastidieux, d'accord? Donc, nous utilisons la notation polynomiale de la question 2. Regardez, nous utilisons la notation polynomiale de ça. C'est la question 2. Donc, ça, c'est la question 2. Donc, montrer que ça, montrer que cette famille, cette partie qui est là, est génératrice de celui-là, d'accord? Et qu'est-ce que c'est celui-là d'après la question 2? On a la notation polynomiale. C'est l'ensemble des vecteurs de la forme Pf de x, ou P parcours K de x. Donc, de façon plus explicite, qu'est-ce qu'il faut montrer? Donc, vous regardez la question. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Que veut dire génératrice? Une partie est génératrice, c'est-à-dire tout vecteur est combinaison linéaire des trucs. On va montrer que ça est une partie génératrice de celui-là. Donc, je vais prendre un vecteur d'ici et je vais montrer qu'elle est combinaison de celui-là. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est un vecteur de celui-là? Donc, quel que soit P appartenant K de x, je veux écrire ce vecteur qui est là comme combinaison linéaire de quoi? De la famille. C'est-à-dire, il s'écrit somme k de 0 m-1 ak
Regardez, j'ai rien fait. J'ai tout simplement dit que veut dire une partie génératrice. Une partie génératrice, regardez une partie génératrice. Je prends un vecteur calquant. Un vecteur calquant d'ici, d'accord? Il est comme ça. Et je dois montrer qu'il est combinaison linéaire des trucs. Donc c'est ça, les trucs. Voilà. Mais, ici, je peux remplacer cette question par quoi? D'accord? Si l'on pose R de x, somme de AK xk, k de 0 à m-1, donc c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à m-1. Regardez, j'ai rien fait, d'accord? J'ai rien fait. Ici, je vais poser la question. Ici, j'utilise des notations polynomiales. J'utilise une notation polynomiale qui s'adapte au contexte. Donc, R de x est égal à ça. Donc, que veut dire cette question-là? Regardez, la question que je me pose, c'est quoi? Regardez, je ne fais rien. Voilà, il existe. Que veut dire il existe A0, A1, à m-1? Il existe un polynôme R de x. K varie de 0 à m-1. Que veut dire K varie de 0 à m-1? Cela veut dire que son degré est inférieur ou égal à m-1. Tel que Pf de x est égal à quoi? Est égal à R de f de x. Regardez, génératrice est équivalente à quoi? J'ai écrit la question, regardez, ici j'écris la question. J'écris la question et j'utilise la définition du espace cyclique engendré par x, j'utilise la définition polynomiale. Cela veut dire que tout vecteur, il s'écrit comme combinaison d'ici. Après, c'est le jeu des notations. Je passe en notation polynomiale. Je pose R de x est égal à ça. Voilà. Donc la question, il signifie, il faut montrer que quel que soit P appartenant au K de x, il existe un polynôme de Km-1, degré inférieur égal à m-1, tel que Pf de x est égal à Rf de x. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? D'après cette question, regardez, d'après cette question, hein, il est naturel d'effectuer la division euclidienne de P par quoi? Alors pour savoir ça, regardez la question précédente, regardez la question 4. Alors vous regardez la question 4. D'accord? Regardez la question 4. Question, vous réfléchissez. D'après la question 4, et qu'est-ce qu'il dit la question 4? Il dit, il existe un polynôme unitaire, Pn 10m, tel que Pm de f de x est égal à 0. D'accord? Donc d'après cette question, et d'après ce qu'on arrivait là, d'accord? Il est naturel d'effectuer la division euclidienne de grand P par Pm. À cet effet, donc d'après la question 4, effectuons la division euclidienne du polynôme P de x par le polynôme Pm de x. Il ne faut pas oublier le polynôme Pm de x, il existe, il est de degré petit n, il vérifie quoi? Il vérifie la relation suivante, d'après la question 4. Le polynôme Pn 10m est de degré m, il vérifie cette relation d'après la question 4. Donc quand tu effectues la division euclidienne, tu as P de x est égal à Q de x fois Pm de x plus R de x. Et quand on effectue la division euclidienne de P de x par Pm, le S1, le degré de R de x, il est comment? Il est inférieur ou égal à m-1. Voilà. C'est-à-dire R de x appartient à Km moins 1 de x, si tu veux. Alors maintenant, j'ai cette relation. On a fait le raisonnement plusieurs fois. Qu'est-ce que je fais? Je vais évaluer cette relation en petit f. Donc, évaluons cette relation en petit f. Évaluons cette relation
en petit f, nous obtenons la relation, donc je remplace ici, nous obtenons la relation P de f est égal à Q de f, mais ici il faut faire attention, c'est le produit de polynômes, d'accord? La multiplication devient une composition, donc ça fait Q de f, Pm de f, plus R de f. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je cherche, d'accord? Je cherche à montrer, regardez ce que je cherche à montrer. Je cherche à montrer que Pf de x est égal à R de f de x avec R de degré inférieur ou égal à m-1. Donc, je vais évaluer cette relation en x. Alors, quand tu évalues cette relation en x, qu'est-ce que ça donne? Ça te donne Pf de x. Ici, je l'évalue en x, ça fait Q de f. Pm de f de x plus R de f de x. J'évalue cette relation en x. Pf de x, c'est égal à ça en x. D'accord? Mais la définition de la composition, donc ça rentre ici. Plus ça. Et ça, il vaut combien ça? Pm de f de x, combien il vaut? Regardez. Il vaut 0. Donc, en résumé, conclusion, votre Pf de x, il s'écrit comment? Il s'écrit Rf de x. Avec R, il est comment? Un polynôme de degré inférieur ou égal à m-1. Voilà. Donc ça, il s'écrit comme ça. Et R est un polynôme de degré inférieur ou égal à m-1. C'est exactement la traduction de génératrice. Tu prends le stylo, tu poses R de x, c'est le polynôme, et tu fais les combinaisons, c'est exactement la traduction x, f de x jusqu'à f-1 de x est génératrice. On est arrivé là. Maintenant, tu poses ton R de x. Somme k de 0 à m-1 à k, f de k de x. Voilà. Et tu remplaces là-bas. Tu vas trouver exactement génératrice. Et c'est déjà, on a déjà fait remarquer. Donc, en résumé, c'est une base. Donc, cette dimension, c'est combien cette dimension? Combien il vaut la dimension de sous-espace vecteur cyclique? Il vaut petit m. Alors, la question 5.2, c'est quoi la question 5.2? Je pose petit g, l'endomorphisme induit sur le sous-espace vectoriel cyclique, qui est engendré par x. Remarquez que petit g existe. Alors, pourquoi petit g existe? Parce que celui-là est un sous-espace stable par petit f, sinon c'est faux. D'accord? D'après la question 1, ça c'est un sous-espace stable par petit f, donc ça est un endomorphisme. Donc ça s'appelle endomorphisme induit par petit f sur ça. Alors question, montrez que le polynôme caractéristique de G, c'est quoi? Surprise, c'est tout simplement le polynôme Pm. C'est tout simplement le polynôme Pm. Voilà, qui existe, d'accord? Le polynôme Pm qui existe. Donc, je rappelle que le polynôme Pm existe et il est unique, d'accord? Il existe, il est unique. Il est unique. Donc, d'après les questions précédentes, rappel, nous avons un polynôme P de x, voilà, qui est égal à 0 plus A1x plus AM-1 de xm-1 plus AM xm. Voilà. Qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie Pm de f de x est égal à 0. Ça, c'est les questions précédentes. D'accord? Il vérifie ça. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie ça équivaut quoi? Cela équivaut à fm de x, c'est égal à moins 0 de x, moins A1 de f de x, jusqu'à moins am-1 f de m-1 de x. Qu'est-ce que j'ai fait? Je rappelle la question précédente. Je rappelle les questions précédentes. Il existe un polynôme P indice m de degré m, unitaire. Pardon, ici, unitaire. Il existe un polynôme unitaire de degré m qui vérifie Pm de f de x égale à 0. C'est-à-dire, il vérifie cette relation.
Il ne faut pas oublier, vous êtes dans un problème. Donc il faut se rappeler des questions précédentes. Toutes les questions sont dépendantes. Donc il existe un polynôme, il existe, il est unique. A0, il existe, il est unique. Le m est plus, il est unique. Voilà. Et qui vérifie ça? Qu'est-ce que c'est la question? Déterminer, petit g, c'est l'endomorphisme induit de petit f sur ça, montrer que le polynôme caractéristique de g, c'est Pm de x. Alors, comment on détermine le polynôme caractéristique de g? Par définition, le polynôme caractéristique de g, quand j'ai un endomorphisme, le polynôme caractéristique d'un endomorphisme, c'est le polynôme caractéristique de sa matrice. Voilà. La différence avec une matrice, le polynôme caractéristique, c'est facile, c'est le déterminant. Mais pour un endomorphisme, le polynôme caractéristique d'un endomorphisme, c'est le polynôme caractéristique de sa matrice. On se ramène aux matrices. Dans une base arbitraire. Mais d'après la question, tu as intérêt de choisir B, la base précédente. Tu es dans un problème, donc tu as intérêt à choisir B égale à ça. Donc tu as intérêt à choisir B. Car pour calculer le polynôme caractéristique d'un endomorphisme, contrairement à une matrice, il se pose le problème de base. Mais d'après le problème, il est naturel de choisir sa base canonique, qui est celle-ci. Voilà. Donc, par définition, polynôme caractéristique d'un endomorphisme, c'est le polynôme caractéristique de sa matrice dans une base. Et d'après les questions précédentes, il y a intérêt à utiliser sa base canonique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire la matrice de petit g dans B. Donc, on va écrire la matrice de petit g dans B. Et pour écrire la matrice de petit g dans B, pour ne pas se tromper, il faut numéroter la base B. Donc, il faut numéroter la base B. Alors, B, c'est ça. Donc, il faut numéroter cette base. Il faut la numéroter, sinon tu vas te tromper. Donc, on va la numéroter. D'accord? Tu ne vas pas laisser x et y, tu vas te tromper. Et je vais dessiner la matrice d'endomorphisme petit g dans la base B. Voilà. Donc ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre en colonne? F de U0, F de U1, etc. F de U de M-1. Je vais les mettre en colonne. D'accord. Donc ici, petit g, c'est la même chose que petit f. D'accord. Petit g, c'est la même chose que petit f. D'accord. Tu peux mettre ici pour la rigueur petit g, mais c'est une comédie inutile. D'accord. Petit g, c'est petit f. D'accord. Et tu vas lire ces vecteurs où? Tu vas les lire dans la base B. Donc il faut les lire dans la base B. Ici, U0, U1, etc. UM-2, UM-1. Voilà. Alors que vaut G de U0? G de U0, c'est F de U0. Je calcule bêtement les images. Mais ici, c'est une base qui est cyclique. L'image de celui-là, c'est celui-là. Et l'image de celui-là, c'est celui-là. Jusqu'à le dernier. Dans le dernier, il y a un problème, d'accord? Mais au départ, il n'y a pas de problème. L'image de celui-là, c'est celui-là. L'image de G de U1, c'est ça, c'est U1, donc ça, c'est U2, etc. Jusqu'à Fm-2. G de U de M-2. Voilà, donc c'est égal à U de U et M, voilà. Donc ici, G de U de M-2, c'est égal à, etc. Donc il n'y a aucun problème. Tu calcules l'image de celui-là, c'est celui-là, l'image de celui-là. Mais dans le dernier, il y a un problème, d'accord? G de U M-1, c'est Fm de x. Donc tout d'abord, je dessine celui-là, G de U0. Donc je dessine G de U0. G de U0, c'est U1. Donc ici 0, 1.
Ici, c'est 0. Donc, jusque-là. Donc, jusque-là, ça marche. Regardez, jusque-là, ça marche. J'ai dit U0, c'est U1, j'ai dit U1, c'est U2, j'ai dit U-2, c'est UM-1. Regardez, c'est U-1. Donc, le 1, il est là, d'accord? Voilà. Mais dans le dernier, j'ai dit U-1, c'est égal à Fm de x. Donc, il faut que j'exprime Fm de x en fonction de quoi? Des autres. Pour celui-là, je vais utiliser cette relation. Et qu'est-ce qui dit cette relation? Avec nos notations, c'est égal à moins A0 de U0, moins A1 de U1, moins AM-1 de UM-1. C'est bête, c'est la cuisine. L'image d'une matrice, l'image d'un endomorphisme, la matrice d'un endomorphisme, d'accord? Donc, c'est égal à ça. Donc, je l'ai recopié en colonne, ça donne quoi? Ça donne moins A0, moins A1, moins AM-1. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Devinez qu'est-ce que c'est ça. Donc, tu fais un très joli dessin, d'accord? Je calcule l'image f de U0, f de 1. Alors ici, l'image de celui-là, c'est celui-là. L'image de celui-là, c'est celui-là. L'image de celui-là, c'est celui-là. Mais dans le dernier, il y a un problème. Qu'est-ce que je fais? Je reviens ici. Et je l'exprime en fonction des autres. Et j'écris en colonne. Il n'y a rien. C'est du dessin. Donc, c'est égal à ça. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la matrice compagnon. Donc, ça, c'est la matrice compagnon. De quel polynôme? Du polynôme Pm. Donc, vous regardez la vidéo. Donc, surprise quoi? Le polynôme caractéristique de G. Le polynôme caractéristique de G, c'est égal à quoi? Le polynôme caractéristique de petit g est égal à quoi? C'est le polynôme caractéristique de la matrice compagnon de Pm. Il faut bien sûr connaître une matrice compagnon. Tu regardes la vidéo. Matrice compagnon. Qu'est-ce que c'est une matrice compagnon? C'est ça, regardez. C'est ça ou ça transposé. On appelle matrice compagnon ça ou ça transposé. Partout tu as des 0, des 1 ici, d'accord? Et dans la dernière colonne, tu as moins 1, 0. Ou bien ça transposé, d'accord? On appelle matrice compagnon ça ou ça transposé. Mais polynôme caractéristique de A et ça transposé, c'est la même chose, d'accord? Donc tu regardes la vidéo, élément propre d'une matrice compagnon, d'accord? Donc il faut connaître les éléments propres d'une matrice compagnon, car une matrice compagnon est un exemple fondamental de matrice. D'accord. Donc c'est égal à ça. Et pour une matrice compagnon, qu'est-ce que c'est son polynôme caractéristique? C'est son polynôme. C'est son polynôme compagnon. Et c'est terminé. Qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique de G? C'est égal à ça. Et c'est terminé. Donc le problème est terminé. La question 6, c'est la conclusion, c'est le théorème de Cayley-Hamilton. C'est le théorème de Cayley-Hamilton. Je te pose une question. Quelle relation, c'est une question du cours, quelle relation relie voilà, quelle relation relie ça? Quelle relation relie le polynôme caractéristique de G et le polynôme caractéristique de F? Et qu'est-ce que c'est la fin? Donc c'est la fin, conclure que notre but. Donc on a terminé, d'accord? Alors maintenant la question, c'est une question de cours. Chaque fois que tu as petit f, et petit g c'est l'endomorphisme induit, ça c'est général. Tu peux prendre ici un grand f. Un espace grand F. Quelle relation il y a entre le polynôme caractéristique de G et le polynôme caractéristique de F? D'accord? C'est le théorème de Lagrange, d'accord? Il lui divise. C'est le théorème de Lagrange. Le polynôme caractéristique de l'induit, il divise toujours le polynôme caractéristique de F. C'est le cours.
Et ce sont les choses de base du cours, il faut les connaître. D'accord? Alors, que veut dire L divise? Cela signifie que Kf de x est égal à Q de x fois Q de G de x. Mais on vient de montrer que Q de G de x, pour une caractéristique de G de x, c'est quoi? C'est Pm. Donc, c'est égal à Q de x fois Pm de x. Donc, qu'est-ce que j'ai? Conclusion, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? C'est terminé. J'ai Kf de x. Conclusion. Kf de x, c'est égal à Q de x fois Pm de x. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est toujours le même artifice. J'évolue cette relation, je l'évolue en f. Donc, évaluons cette relation en f. Qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que Kf de f, Q de f, rend Pm de f est égal à ça. Et maintenant, c'est terminé. J'applique x. Quand tu appliques x, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens Kf de f, Qf rend Pm de f appliqué à x, qui est égal à Qf Pm de f de x, par définition de la composition, et c'est la fin du film, d'accord? Et celui-là, il vaut combien d'après la question précédente? Il vaut le vecteur nul, donc le taux est égal au vecteur nul, et la conclusion, c'est quoi? Ici j'ai oublié le x. J'ai oublié le x, donc quand tu appliques ici i, donc la conclusion soit celui-là, qui f de x est le vecteur nul. Et c'est terminé. Donc remarquez, c'est une preuve qui est constructive, d'accord? Voilà, je vous remercie.